Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de cotation. On a fermé les portes à clé, vous ne pouvez plus vous échapper, c'est trop tard. En 20 minutes, mon objectif est clair, vous expliquer ce qu'est la cotation fonctionnelle au travers du langage ISO GPS. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que mieux se comprendre entre les équipes du développement, les méthodes, la fabrication, la qualité, c'est essentiel pour le bien-être de vos collaborateurs et pour vos produits. Parce que dès la première pièce, on peut viser une meilleure qualité, moins de non-conformité, moins de dérogations, moins de modifications. Pourquoi j'ai proposé pendant les pauses, certains d'entre vous, de mesurer ces deux pièces? Les deux pièces les plus complexes de l'horlogerie. Une cote, une seule cote à contrôler, une cote en plus ou moins 1 millimètre. Des pièces qu'on peut toucher, manipuler, rayer, faire tomber. Et pourtant, 12 ans de formation, un peu plus de 1000 personnes, une centaine de groupes, de mélanges de différents métiers, d'experts. Aucun groupe n'est tombé d'accord sur la conformité de ces deux pièces. Aucun. Et encore pendant les pauses, entre les conférences, vous n'étiez pas d'accord. Vous prenez la mesure différemment. Bref, source de questions, de tensions, de séances. Pourtant, on est sur une pièce horlogère, un simple 10-24 heures. On vous expliquera un peu plus le fonctionnement cet après-midi avec mes collègues. Pourquoi? Cette pièce-là est cotée en dimensionnel, cote en plus ou moins. On ne parle pas de géométrie, parallélisme, planéité, de référence. Il va falloir qu'on arrive à se comprendre, à communiquer sur cette partie-là. On veut des pièces plates, on veut des pièces parfaites, mais comment faire pour exprimer à combien? En 2013, j'avais un collègue, constructeur depuis 25 ans, expert en construction horlogère, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs sur la construction, qui me dit « Jérémy, j'ai la solution. On prend les horlogers qui ont les mains qui tremblent, qui n'arrivent plus trop à assembler nos montres, et on les met au contrôle. Eux, experts du produit, sauront dire si la pièce qu'on a à l'écran, elle est assez plate, assez parallèle, est-ce qu'elle va fonctionner ?» Et je dis « tu as la pièce à l'écran, tu es constructeur depuis 25 ans, tu connais très bien ces produits-là. Est-ce que, pour toi, comment elles se montent ces pièces? Comment elles fonctionnent? Où c'est que ça frotte? Où c'est que ça touche? Où c'est qu'il faut des sécurités? Quelle déformation tu veux avoir? » Petite musique sympa. Et là, il me dit, Jérémy, j'ai pas le choix, il faut que j'ouvre l'assemblage 3D, il faut que j'ouvre le super assemblage. On a un besoin urgent de capitaliser cette conception, d'expliquer comment fonctionnent nos produits pour pouvoir les transmettre aux acteurs suivants dans la chaîne. Comment on pourrait faire? On a un peu entendu parler de ISO GPS. Donc, ISO GPS, c'est un langage. Vous avez des hiéroglyphes ici marqués pour certains, d'autres connaissent très bien ce langage-là. L'ISO GPS vous permet justement d'exprimer votre besoin, mais pas n'importe comment. On va prendre un premier exemple. Une simple roue horlogère. On retrouve rapidement notre pièce en Z au milieu de cette roue. Historiquement, comment on la cotait, cette pièce? On a tous eu un chassé à fond, et puis très vite, on a mis une cote en plus ou moins 20, c'est une tolérance qu'on aime bien en horlogerie, plus ou moins 3, plus ou moins 10, plus ou moins 20. Comment on la contrôlait? On la pose sur la plaquette roue, on retourne la pièce, on vient prendre des points assez proches finalement de l'axe, et puis on a une pièce plutôt conforme. On livre la pièce à l'horlogerie, retourne l'horloger, la pièce est voilée, elle est tordue. Quand je l'ai contrôlée, je n'ai pas vu ce défaut-là. Qu'est-ce qu'on fait pour pallier à ce problème? On va voir le constructeur, puis on lui dit « Notre pièce, elle est voilée, tu acceptes combien de déformations ?» Le constructeur est un peu embêté, « Oui, il faut que je regarde, il faut que je fasse une chaîne de codes, c'est compliqué. » On rajoute du coup une tolérance géométrique sur le plan, on va rajouter un battement sur cet exemple-là. Alors je vous rassure, la pièce que vous voyez à l'écran, c'est pas chez Patek. Patek, on fait que des pièces parfaites, on est bien d'accord. On rajoute ce battement, on contrôle le battement, donc le contrôler en plus ou moins de la même façon. Le battement, en fait, on est la pièce, tout va bien, le battement est nickel. Sauf que notre pièce est encore déformée, elle est en parappui. Retour l'horlogerie, vous acceptez combien? Et là, on rentre dans une planéité. 10, 15, 20 microns, c'est pas trop justifier la tolérance, c'est compliqué, c'est dur à analyser, c'est dur à justifier côté construction. Au final, on a fait 3 modifications de plan. On a mis 3 spécifications sur le plan, battement, planéité, cote en plus ou moins. Générer 3 moyens de contrôle, c'est pas la même façon pour contrôler ces 3 éléments.
pour étroite tolérance plutôt serrée, même si on a l'impression que 20 microns, c'est pas serré, mais si, c'est serré, pour une roue. Une simple roue horlogère. Le GPS, ça coûte cher. Le GPS, ça fait acheter des machines 3D. On n'a pas les moyens de contrôler. Bref, on entend beaucoup de choses sur le GPS. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais vous raconter l'histoire du pont d'encre. Historiquement, comme on le cotait, très vieille pièce, on en les autocos en ce moment, il n'y a plus des tocos partout, mais on va en parler quand même. Sur cette pièce, on avait une déformation au niveau de la pomme, au niveau de la pierre, où on chasse la pierre pour gérer les bas finalement avec l'encre. Quelle problématique ça a généré? Le fait d'avoir une déformation, on était embêté. Comment on peut gérer les bas de notre encre si la pièce est déformée? Du coup, pareil, on était allé voir le constructeur, t'acceptes combien tu veux de déformation, combien t'autorises. Même combat, on a rajouté une planéité, un parallélisme. On s'est dit aussi que ça serait bien que les étocos soient alignés avec cette fameuse ligne d'échappement, qu'on voit en pointillé sur le plan. Du coup, on a rajouté des références, une symétrie. Bref, on a rajouté plein de choses sur le plan. 10, 20, 15, 20 microns. Alors, ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'on a fait plein de modifications de plan, parce qu'on a eu plein de changements de tolérance. On n'y arrive pas, est-ce qu'on peut prendre plus, est-ce qu'on veut déroger? Bref, beaucoup d'itérations. Pareil, du coup, on a 4 spécifications sur le plan. 4 moyens de contrôle différents, 4 tolérances serrées, tout ça pour un pont qui marchait très bien, juste un peu déformé. Le GPS, ça coûte cher, ainsi de suite. Si je fais le bilan des 2 exemples, au niveau de la construction, au niveau de nos concepteurs, on a du mal à justifier nos plans. Pourquoi une planété? Pourquoi un parallélisme? Pourquoi 10 microns? Pourquoi pas 20? En termes de dérogation, c'est compliqué, on se pose plein de questions. C'est de faire des chaînes de code, mais c'est de la géométrie, nos pièces sont parfaites à l'écran, on ne sait pas faire. Au niveau de la fabrication, on a des symboles qui apparaissent sur les plans, des hiéroglyphes, qu'on ne comprend pas trop pourquoi. On ne change pas le process, parce que finalement, ça ne marche pas trop bien. Et puis alors la qualité, on n'a pas les moyens. On ne peut pas contrôler. Il faut acheter des machines coûteuses, on demande au développement de justifier finalement la tolérance, pour pouvoir justifier l'achat. On ne sait pas trop, c'est historique, on avait mis ça il y a quelques années. Le constructeur n'est plus là. Ça marche, on y arrive. On va se comprendre, on va réussir à travailler avec ces plans-là. Finalement, ça va marcher. On a quand même une perte de confiance dans le plan. On dit que le constructeur fait des plans, il met des trucs sur les plans, mais on ne sait pas trop pourquoi. Comment ça peut évoluer dans le temps? On a les méthodes qui nous optimisent nos process, qui nous permettent de gagner du temps, d'être plus fiables, plus répétables. On avait une étampe qui faisait la pièce en une seule fois. Pour des raisons de process, de gain de temps, on avait passé en 3 étampes. On a d'abord étampé tout le centre, la fonction du pont d'encre, les étocos, la pierre. Ensuite, les trous de positionnement, les trous de fixation. Et puis enfin, plutôt l'extérieur. Pour rappel, la fonction d'un pont d'encre, c'est d'aligner finalement l'encre avec notre balancier, notre trou d'échappement, et gérer les butées qui sont les étocos. Qu'est-ce que ça a eu comme impact, ce changement de process? Si je regarde mon plan, j'ai cette fameuse ligne d'échappement, cette fameuse ligne rouge sur notre plan, qui est respectée au sens où je frappe, finalement, j'étampe toute la zone bleue sur ma pièce. Je respecte, finalement, ce qui est demandé sur le plan. J'ai donc une pièce qui est conforme au plan, mais on a décentré légèrement les trous de mise en position, et du coup, notre pièce n'est plus alignée sur la platine, et on a bloqué la production. On n'arrivait plus à régler nos montres. Bien sûr, c'est un exemple fictif, ça n'existe pas chez Patek, on est bien d'accord. C'était mieux avant. Tout ça pour dire que, oui, les méthodes devraient savoir que c'est un pont d'encre, on ne change pas le process, c'est dangereux, on ne touche pas à ça. On devrait savoir comment fonctionne un pont d'encre. Bref, on peut raconter toute l'histoire. Mais aujourd'hui, le plan de définition était mal exprimé et a généré un blocage production qui a coûté très cher. Reprenons la base. Pourquoi faisons-nous des plans? On fait des plans pour communiquer. Pour communiquer entre les constructeurs, le développement, qui ont des super écrans 4K, qui peuvent zoomer indéfiniment, ils voient toujours des pièces parfaites. Et on leur dit, t'attributes quoi comme déformation? Je zoome, elle est toujours parfaite. Pas évident. Communiquer avec les méthodes, la fabrication, nos sous-traitants, qui ont des contraintes de process, de délai, de coût, et qui voient des pièces déformées quasiment tout le temps. Et enfin, la qualité, le juge de paix, qui doit prendre la décision d'accepter ou non les pièces, avec des moyens de contrôle plus ou moins capables, et avec une incertitude de mesure. Pas évident non plus de se prononcer. À la base, il devrait être quoi ce plan pour nous? Ce plan, ça doit être un contrat.
Alors, je parle beaucoup de plans, ça marche aussi avec les modèles centrés. Quand on mettait tout sur le 3D, c'est pareil. On a la même contrainte. Mais le plan doit être un contrat. Un contrat qu'on s'engage tous finalement à respecter, mais aussi à faire correctement, si on veut pouvoir le respecter. On met quoi sur ce contrat? On met les spécifications du composant fini. Pour que le composant se monte, qu'on n'ait pas de retouches horlogères, qu'on n'ait pas à changer la taille des trous, à les positionner, se monte du premier coup. Pour que le composant soit interchangeable, c'est le plus compliqué. On aimerait que, quel que soit le fournisseur, quel que soit le process, on ait toujours une pièce, quand je la mets en stock, je puisse la récupérer et elle fonctionne du premier coup, elle s'assemble du premier coup, et du coup, qu'elle fonctionne court terme et long terme. Le plan sert à ça. Sert à garantir que je puisse monter la pièce, qu'elle soit interchangeable et qu'elle fonctionne. Qu'est-ce qu'on ne met pas sur un plan de définition? On ne fait pas des plans pour faciliter le process. Je ne vais pas changer finalement mon plan, à chaque fois que je change de process. Si je vais pour plusieurs sous-traitants, je ne vais pas changer mon plan de définition. Je ne vais pas non plus changer mon plan si j'ai un nouveau moyen de contrôle qui changerait mon process de contrôle. Le plan ne facilite pas, le fait de faire le plan ne facilite pas la fabrication ou le contrôle. C'est en conception, quand vous réalisez finalement le 3D, que vous pouvez aménager votre conception pour rajouter des trous de travail, des lamages, des choses pour pouvoir palper la pièce. Mais pas sur le plan, c'est trop tard. Comment on fait un bon contrat? Je suis constructeur, je vois que des pièces parfaites. Comment je peux faire pour faire un bon contrat du premier coup? On va parler de cotation fonctionnelle. Comment ça marche? Première étape, la première question que vous allez vous poser en tant que concepteur, comment cette pièce se monte? Si je reprends notre pont d'encre, il est en appui finalement sur sa platine, sur la face de dessous, un plan. On parle d'appui-plan, on va bloquer 3 degrés de liberté. On va devenir une référence. Quand on appuie une surface, ça devient une référence dans le langage ISO-GPS, référence A, référence primaire. On a ensuite 2 goupilles. Une goupille qui va centrer la pièce, on a un trou en face qui est bien rond, et une goupille qui va aligner la pièce, en face on a un trou oblong. Donc on va bloquer 2 degrés de liberté avec le centrage, 1 degré de liberté avec la butée. J'ai bloqué mes 6 degrés de liberté, j'ai un montage isostatique. L'hyperstatisme, ce n'est pas conseillé, on me déconseille en horlogerie aussi. Petit message au constructeur. Une fois que j'ai des références identifiées, je vais pouvoir les indiquer sur le plan. Ça s'indique avec des sabots. Et vous retrouvez du coup les 3 références indiquées sur le plan. À quoi ça sert ces références? Vous allez dire, ok, c'est bien beau, il a mis des références, mais pourquoi on mettrait des références et à quoi ça sert? Les références, ça vous permet de raconter l'histoire de la pièce. Quand je vous mets ces références, vous savez déjà, sans connaître mon mécanisme, sans savoir ce que j'ai conçu, je peux vous dire, cette pièce-là, elle se monte en appui-plan, elle est centrée par une goupille, alignée par l'autre. Et tout le monde a la même histoire. Du coup, en fabrication, plus je serai proche des références en appui dessus ou isoler les mêmes préférences en même temps que les fonctions, meilleur je serai sur ma capabilité. Moi, j'aurai de transfert de code. Moi, j'aurai de risque de pièces non conformes. Et au niveau de la qualité, c'est la même chose. Plus je serai proche des références pour papier mes pièces, pour les mesurer, pour les contrôler, meilleur je serai sur la capacité de mes pièces. Deuxième étape de la cotation, vous allez vous poser la question de comment elle fonctionne, cette pièce. Pour ça, vous allez réaliser une analyse fonctionnelle. Mot un peu barbare pour dire, vous allez lister toutes les pièces qui tournent autour de votre composant identifié à côté. Et pour chaque interaction, que ce soit des sécurités, des jeux, que ça se monte, que ça positionne, vous allez lister toutes les fonctions. Première chose, déjà, ça va vous aider de ne rien oublier, de bien comprendre comment fonctionnent vos mécanismes. Si je prends la fonction principale de notre pont d'encre, ça va être de positionner finalement cette encre entre notre plateau double, et toco, et l'encre qui passe au milieu. J'ai plein d'autres fonctions à respecter. Il faut que ça se monte, il faut que ça ne se rende pas en collision. J'ai aussi la vision, on fait des bijoux, donc il faut que le produit soit esthétique. On a des contraintes aussi sur le plan qui sont liées à l'esthétisme de nos pièces. Comment ça se traduit sur notre plan? J'ai une analyse fonctionnelle, j'ai ma fonction principale, mettre en position notre encre.
quelles sont les surfaces, les éléments qui influencent la mise en position de notre encre? Il y a la pierre, donc le trou de chassage de la pierre, et les étocos. Je vais simplement positionner mes étocos par rapport à mes références. Donc j'ai mes références à l'écran, je positionne le trou, les étocos, et j'ai un plan qui est parfaitement coté fonctionnel. Comment ça se traduit en fabrication? À quoi ça sert? En fabrication, avec ces indications, juste de j'ai les références, j'ai un hiéroglyphe avec des références, je vais faire ça en même temps, au moins je suis sûr. Du coup, je vais réaliser toutes les surfaces bleues que vous avez à l'écran dans la même opération. Étampage, usinage, ce que vous voulez. Et là, j'ai une pièce qui est conforme et qui fonctionne du premier coup, sans dérogation, sans modification. On aura toujours le débat de la tolérance. Je vous laisserai débattre sur les tolérances. Ok. Comment déployer finalement ce truc qui paraît faire rêver tout le monde, j'imagine? Il faut se former. Il y a un langage, il y a une langue à apprendre, l'ISO GPS. Il faut se former au langage et à la démarche. Il faut être capable de pouvoir faire une analyse fonctionnelle, de pouvoir expliquer notre besoin fonctionnel, de pouvoir raconter l'histoire de la pièce, des références jusqu'aux fonctions. Ensuite, il faut identifier des composants qui couvrent 80% de vos composants. Des composants standards, des composants exemples. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on a tous beaucoup de composants dans nos montres. Faire la démarche à chaque fois, ça peut coûter cher, ça peut être lourd. Nos constructeurs connaissent très bien leurs produits. Une fois qu'ils ont fait une fois la démarche, normalement, ils la déroulent plutôt bien. Un pont d'encre est toujours un pont d'encre, même entre différentes manufactures. Et on arrive du coup à avoir des plans standards. Donc pour chaque plan, vous allez réaliser la démarche, réaliser cette analyse fonctionnelle, cette analyse de mise en position, capitaliser la démarche, stocker-la, pas la perdre, pour pouvoir revenir en disant on a mis ça parce que. C'est hyper confortable en tant que constructeur de pouvoir justifier nos plans, de pouvoir dire on a mis ça parce qu'il y a telle fonction. Ici en plus on a un petit PowerPoint à côté qui raconte l'histoire. Tout pour le déploiement c'est beaucoup plus simple. Et du coup ensuite vous allez pouvoir déployer avec ces petits PowerPoint en disant voilà, tous nos ponts d'encre futurs seront cotés de cette façon-là, parce que. Vous faites pareil pour vos trous, pour vos sautoirs, pour toutes les pièces horlogères qu'on connaît tous. Facile. En 12 ans, j'ai eu pas mal de phrases, de croyances, d'idées reçues. Première idée reçue, on a toujours fait comme ça. Pourquoi changer? Je pense que cette phrase s'applique à n'importe quel domaine dans l'horlogerie. Oui, on l'a vu sur toutes les conférences, on a fait des très beaux produits, on sait faire des très beaux produits, même sans cotation ISO GPS. Sauf qu'on a quand même multiplié les métiers et on les a spécialisés. On est de plus en plus nombreux à travailler sur nos produits, il y a de plus en plus de métiers différents. On a un besoin urgent de communiquer, car plus on est nombreux, plus la com est critique. Le GPS, c'est ce langage commun qui va nous permettre de travailler ensemble, de mieux se comprendre. Le GPS, c'est trop compliqué, personne ne se comprend. Alors, on l'a vu un petit peu dans la démarche, forcément, si vous avez une démarche par empilement, vous mettez de la cotation, vous en rajoutez, ça devient très vite complexe, dur à justifier. Et là, oui, ça coince, clairement. Mais avec la méthode, c'est comme une langue. Vous allez apprendre finalement la langue, à parler. Vous pouvez faire un texte de loi très compliqué ou simplement communiquer avec vos collègues. Avec 10% finalement tout le savoir, toute la connaissance qu'il y a dans les normes ISO, vous pouvez couvrir 90% de vos besoins en horlogerie. Donc c'est la bonne nouvelle, et ça, tout le monde peut l'apprendre. Juste 10%, tout le monde peut faire l'effort. Bon. Le GPS est uniquement pour la production en grande série. Même une pièce unique a le droit de fonctionner du premier coup. Ça ne prend pas plus de temps de faire une cotation fonctionnelle, une cotation traditionnelle, et beaucoup moins de temps que de faire tous les allers-retours que je vous ai montrés avant. Je prendrai pour exemple la pendule du Parlement vaudois, qui aujourd'hui est pièce unique, côté fonctionnel et ISO GPS. Passer GPS, ça implique de tout mettre à jour, tout l'historique, c'est ingérable. Heureusement, ce n'est pas le cas. Une fois que vous identifiez, vous avez fait vos plans standards, vous regardez vos nouveaux produits, et sur certains produits un petit peu critiques, vous avez des pièces qui reviennent, des non-conformités, des dérogations, des demandes de modification. Refaites la démarche pour pouvoir
souffler sur les pièces qui vous embêtent. On avance du coup étape par étape, d'abord les nouveaux produits, ensuite les pièces critiques, et là c'est parfaitement gérable. Ah, c'est passé en rouge là, faut que je fasse gaffe. Nos sous-traitants ne suivront jamais si on applique du GPS à 100%. En réalité, c'est l'inverse. Pas tout le temps, mais ça peut être l'inverse. Pourquoi? Si vous venez avec votre démarche, vous expliquez que maintenant les plans futurs vont être réalisés comme ça, parce que, et vous avez toute la justification, toutes les étapes, comment elles se montent, comment elles fonctionnent, pourquoi j'ai fait ça. Vous avez toujours discuté de tolérance, ça ne va pas changer les tolérances, ça sera toujours le nerf de la guerre. Mais par contre, vous allez pouvoir centrer le débat sur la tolérance et pas sur la cotation, pas sur ce que vous avez marqué sur le plan, mais sur la valeur que vous marquez sur le plan. Vos sous-traitants vont devenir des partenaires, vont comprendre vos besoins fonctionnels, vos besoins techniques, et ça va être des partenaires pour la qualité de vos pièces. J'en profite pour remercier les entreprises et les collègues et maintenant amis qui ont participé à la mise à jour de la norme NIHS. On a bien travaillé sur ces derniers mois pour la sortir en temps. Donc, merci à tous. Donc, la norme NIHS aujourd'hui a été mise à jour avec les nouvelles règles, un petit peu les nouvelles normes ISO GPS, et vous avez en fin de norme une dizaine de plans pour vous aider justement à travailler sur vos standards. Les 3 points que j'aimerais que vous emportiez de cette présentation. On l'a vu avec notre pièce, j'appelle la pièce en Z, la pièce la plus compliquée de l'horlogerie. Le dimensionnel ne suffit pas. Si vous n'êtes pas persuadé, venez me voir aux pauses, je vous fais mesurer des pièces, et puis on en discute. On va donc utiliser le langage ISO GPS, mais pas n'importe comment. On l'a vu que si on fait en mode empilement, ou toute autre méthode, on n'est pas efficace. On va donc se former à la fois au langage, ISO GPS, et à la fois à la méthode. Je remercie tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui, qui m'ont fait confiance. Je terminerai par une phrase. Quand on se comprend mieux, on produit mieux. Merci et place aux questions. Dans les places. Merci, Monsieur de Bernardi. Et je vous propose tout de suite d'aller prendre la température de la salle pour voir si ce que vous avez raconté parle ou a parlé aux gens. On va voir. Avec une petite question, on va faire un petit sondage. Donc, à nouveau, allez sur Slido. Vous verrez que sur l'objet des sondages, il y a une question qui s'affiche avec 3 propositions cette fois. La cotation qui est à la cote vers une lecture sans ambiguïté. Utilisez-vous aujourd'hui le langage ISO GPS dans vos plans? Non. Je crois qu'on a du monde de Rolex, c'est pour ça. Oui, avec la méthode. Et non, oui, mais sans la méthode. Voilà. On laisse le sondage se faire. Vous êtes déjà beaucoup de gens qui ont été conquis. J'espère, oui. Pour l'instant, ça a l'air. Il y a encore un petit tiers à convaincre. On va essayer de monter jusqu'à 200 pour voir les. N'hésitez pas à voter. Peut-être en attendant, aborder la première question. Combien de temps ça prend pour mettre ça en place? Continuez à voter pendant ce temps. Merci pour la question. Dans l'expérience qu'on a aujourd'hui, pour faire un plan, on va dire un plan simple, moyennement complexe, dérouler la démarche complète, mise en position, analyse fonctionnelle, faire le premier croquis du plan, c'est à peu près 1 heure avec une petite équipe. D'ailleurs, vous avez déjà un premier standard. Après, vous avez le temps de faire votre plan finalement un peu officiel selon vos standards, vos logiciels. Derrière, il faut rajouter encore 1 heure pour expliquer le plan à la suite du processus aux autres personnes qui vont réaliser la pièce. Et avec ça, finalement, vous avez déjà un bon levier pour pouvoir faire bouger les choses. Et ensuite, vous l'appliquez sur vos nouveaux produits. Et là, c'est plutôt vos temps de conception, vos temps de développement qui vont influencer finalement le déploiement. En tout cas, il faut d'abord faire la démarche de standardiser, d'avoir vos référentiels, vos standards pour pouvoir derrière déployer sereinement. Alors, je demanderai à la régie de réafficher les résultats du sondage, s'il vous plaît, pour qu'on voit vraiment bien ce qu'on a. Il me semble qu'on avait un gros tiers, ou 2 gros tiers qui appliquaient déjà la méthode. Magnifique. 1 tiers qui ne l'appliquait pas encore. Si la régie peut nous réafficher le sondage. Ou alors, pendant ce temps, je vous pose la question suivante. Quels sont les freins psychologiques, finalement, à l'adoption
Alors, on a beaucoup, j'ai essayé de beaucoup les aborder dans le PowerPoint. Clairement, la cotation par empilement, le fait d'avoir rajouté, il y a beaucoup de gens qui l'ont très mal vécu, et je comprends, hein. On met quelque chose sur le plan, on doit le contrôler, surtout la qualité, puis on se retrouve dans une situation où quand on demande pourquoi, ben, on n'a pas de réponse. Ça crée des gros freins où des gens sont anti-cotation ISO GPS parce que ben, ils ont vécu des choses où ils disent mais ça sert à rien, et puis on ne peut pas le justifier. Donc il y a vraiment le plus gros frein, c'est celui-là. Donc clairement, la méthode permet de solutionner ça, et il faut former du coup à la fois les concepteurs à la méthode, mais aussi les clients, les méthodes et la qualité pour pouvoir comprendre la démarche et repasser dans un mode plutôt constructif et pas sur un mode où je subis finalement la cotation. Alors c'est plutôt positif, hein. C'est plutôt positif, c'est une bonne nouvelle. Comment est-ce que dans vous interprétez ce résultat? Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui utilisent très bien, et je sais qu'en nombre aujourd'hui, il y a du monde de ces entreprises-là. Mais voilà, après, il y a des autres entreprises qui s'y mettent. Voilà, c'est un démarche, c'est en cours. J'ai rien inventé, hein, ça fait déjà 12 ans chez Patek. Là, c'était l'idée de vous partager un petit peu ce sujet-là. Donc, c'est des bons termes. Bravo. Bravo d'utiliser cette cotation. Je pense que c'est bénéfique pour vos produits, hein. Le faire, l'appliquer, mais il y a une question, comment éviter que la cotation fonctionnelle ne reste pas une langue morte, enseignée mais jamais pratiquée dans les ateliers? Dans les ateliers, alors les ateliers vont être plutôt clients de ce langage-là. C'est vraiment OBT, hein, en bureau de développement, qu'il faut la démarche. Alors faites une démarche complète, hein, n'allez pas toute seule dans le BT à faire votre démarche et à lancer les plans sans explication. Mais aujourd'hui, alors les écoles se forment, hein, ils ont reçu des directives pour devoir se former. L'école d'horlogerie de Genève s'est formée au mois de juin, donc ça se met en place côté école, c'est en train de bouger. Niveau maintenant, c'est plutôt BT de prendre un petit peu le lead là-dessus, de commencer à déployer. Des questions très spécifiques pardon, maintenant. Que pensez-vous de la notion de criticité des codes sur un même plan? Est-ce que cela reste utile si une bonne cotation ISO GPS est appliquée? Alors, c'est une très bonne question, merci. La criticité, on a pas mal étudié chez Patek aussi. Je pense qu'il faut quand même dissocier la notion de criticité de la notion du plan. Pourquoi? Parce que finalement, une cote critique, c'est la cote qui va impacter votre client. Si je prends la plus critique, ça sera un retour client. Cette cote-là, elle peut être liée à, vous avez spécifié votre cote, finalement vous avez mis une tolérance qui est plutôt large parce que vous n'avez pas le choix, pour des raisons de process par exemple, ou parce que ça fonctionne aussi quand c'est large, on a le droit de mettre des tolérances larges en conception, hein. Et du coup, la criticité peut être un levier pour dire finalement je ne vous sers pas la tolérance pour vous dire que c'est important. C'est pas bon de serrer les tolérances pour dire que c'est critique, ça coûte cher. Par contre, vous pouvez mettre une information en disant voilà, cette cote-là, finalement, si je la rate, elle aura un gros impact et elle peut avoir un retour client. Et du coup, il vaut mieux mettre une tolérance large, indiquer la cote elle est critique, c'est une autre façon de l'indiquer, pour dire que finalement cette cote-là est importante. Et je vous conseille du coup de sortir finalement la criticité de cette cotation pour pouvoir vraiment mettre en avant une cotation fonctionnelle pour dire comment fonctionne la pièce, voilà l'histoire de la pièce. Par contre, on est sur le point d'encre. Si je rate la cote des étocos, forcément ça implique la marge de ma montre, c'est un retour client parce que je ne respecte pas notre marche. Et là, oui, ça devient critique. Mais notre pièce à côté pour avoir la même tolérance, elle sera moins critique. Donc c'est deux choses à dissocier. Selon vous, est-ce qu'on peut exprimer un besoin esthétique au moyen de l'ISO GPS de la même manière qu'un besoin fonctionnel? Alors au niveau de l'esthétisme, on va parler tout ce qui va être forme. Donc oui, clairement, si on prend des tolérances géométriques sur vos carrures, le fait que quand vous posez votre montre à plat, elle ne soit pas bancale, c'est une tolérance géométrique. Après, on a beaucoup plus d'informations sur des terminaisons qui expriment notre besoin esthétique. Mais oui, le GPS indique des formes, indique des tolérances de formes qui peuvent influencer du coup l'esthétisme, les jeux. Voilà. Surtout sur la partie habillement, c'est tout ça que j'ai en tête, mais mouvement aussi, ça marche aussi. Ouais. Il y a encore beaucoup de questions, malheureusement, le temps passe trop vite, mais allez chez Monsieur de Bernardi à la pause, notamment pour mesurer les pièces. J'en pose une dernière. Est-ce que finalement, s'assurer que les concepteurs sont plus à l'aise avec les domaines ou soient plus à l'aise avec les domaines de fabrication et de contrôle, ce ne serait pas ça le plus important? Alors, c'est sûr que quand vous concevez une pièce, si vous n'avez aucune notion de comment elle va être fabriquée, forcément, vous ne pourrez pas, ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas concevoir une pièce qui respecte votre cahier des charges, qui doit dire « je suis fabricable le moins cher possible ». Donc clairement, oui, il faut que les fabricants, les concepteurs aient une notion du process. Ça, c'est sûr, il faut profiter. J'ai eu la chance dans mon parcours de venir du process pour aller au R&D. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de dire au R&D, attention, il y a des choses à faire. Mais oui, il faut se former, il faut aller voir le process. Mais c'est bien en conception que vous allez choisir finalement d'aménager votre conception.
On a vu des magnifiques angles rentrants sur les pièces juste avant de crayon. Clairement, si votre process ne le permet pas, par rapport à des volumes, vous n'allez pas marquer ça sur le plan, vous n'allez pas le faire sur le 3D. Le plan sera juste une conséquence de ça, mais le plan reste comment vous voulez que votre pièce elle fonctionne et pas comment elle soit fabriquée ou contrôlée. Merci beaucoup pour toutes les autres questions. Passez vers lui durant la pause de midi. Merci, monsieur de Bernardi. Merci à tous. Et très bonne journée.